Bon, j'avais préparé ma présentation en anglais, mais puisque je suis le seul, essayerai de changer en français à la dernière minute. Je vous prie seulement de tenir en compte que je suis brésilien, que j'étudie en Italie et que j'aimerais préparé pour parler en anglais. Alors, je j'ai aucun doute que je massacrerai la langue française maintenant. Je vous prie de me pardonner. Et bon, je vous montre mes diapositives. Et voilà. Un moment, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez la présentation? Non. Oui, oui, on voit très bien. Ah oui? Ah, OK. Oui. Tout à l'heure, je voyais, tout à l'heure. Maintenant, ça va? Bon. Je mets le micro. Oui, 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 en tout cas, pour moi, voilà, je vois. Ah, Maintenant, si vous parfait. voulez parler en anglais, il y a pas de souci. C'est vous qui choisissez, hein. Nous, on Ah accepte bon, toutes les je langues. sais, c'est bien, ça me fait plaisir de parler en français, c'est seulement que je ne le parle pas il y a beaucoup d'années déjà, et bon, je ne suis pas sûr d'avoir le refinement grammatical nécessaire pour discuter, pour Mais vous discuter. l'avez parfaitement, à vous entendre parler, vous l'avez parfaitement, il n'y a aucun souci. Merci Allez-y. beaucoup. Alors, je vous parle aujourd'hui d'une partie de ma thèse doctorale. J'étudie déjà les pandémies il y a 4 ans. Je dois en vérité rendre ma thèse dans 4 jours. Et alors, c'est très intéressant parce qu'il y a 2 ans, quand je disais à les personnes, les gens, quand j'étudiais le choléra dans la littérature européenne, il y avait de réactions très intéressantes. Et maintenant, c'est tout changé. Et bon, je vous présente une partie de ma recherche et j'étude comment les pandémies de choléra au 19e siècle et ce rapport avec la littérature, comment elles sont représentées dans la littérature européenne. Et une des choses les plus communes, c'est précisément le stéréotype de l'Orient malade du choléra comme une pandémie asiatique. Et c'est quelque chose qu'on sent beaucoup sur le coronavirus, et c'est pour ça que je proposais ces parties de ma recherche. Et alors, je trouve très intéressant que le choléra, il a commencé en 1817 avec la première pandémie, mais il est encore, nous sommes maintenant dans la 7e pandémie de choléra. On s'oublie qu'en vérité, le coronavirus, il est la 3e pandémie qu'on traverse. La deuxième est la pandémie de SIDA qui a commencé au début des années 80. Et en vérité, la 7e pandémie de choléra, elle a commencé en 1961 et elle n'a jamais terminé. Et alors, maintenant, on se trouve dans la 59e année de la 7e pandémie de choléra. Je trouve ça très intéressant. Même l'année dernière, par exemple, 140 000 personnes sont mortes de choléra, mais on ne l'écoute pas. Et bon, le choléra, on dit, supposément, il est indien, et les pandémies, ils sont presque tous le soit la première pandémie et tous les autres au 19e siècle supposément sont commencés dans l'Inde. C'est ça le dogme médical et le dogme historique. Mais il y a ce travail de Christopher Hamlin, un historien très intéressant, Cholera, The Biography, et dans lequel il questionne ça parce qu'on n'a pas vraiment de sources historique sur le choléra dans l'Inde. Il y a seulement une citation dans le Sushruta Samhita, qui est en texte de l'Inde ancienne, un texte qu'il y a
2500 ans. Et dans ce texte-là, il parle d'une maladie digestif, mais ce n'est pas le choléra nécessairement. Et il n'y a aucune autre référence au choléra dans la littérature médicale indienne dans plus de 2000 ans. Et alors, il manque de sources matérielles pour dire vraiment que le choléra commence en Inde, spécialement parce que le Vibrio cholerae, que c'est le bactérium qui cause la maladie, il se trouve dans les océans, il se trouve dans tout le monde. Et même Hippocrate, dans la Grèce ancienne, il décrit une maladie qui semble le choléra. Et alors, c'est un peu étrange, Hippocrate le connaissait, c'est un peu, et s'il y avait du choléra dans la Grèce, par exemple, c'est un peu étrange de dire que c'est une maladie indienne, spécialement parce que ces mythes, et Hamlin l'appelle un mythe aussi, il commence avec, il est part du projet de l'orientalisme européen. Et il commence avec, il se base complètement en 3 auteurs seulement. Hirsch au début, et il est allemand, et il publie un livre sur le choléra. Après, McNamara, qui est en anglais, se base en riche pour écrire un autre essai, un autre texte médical très, très important. Et après, Macpherson se base en McNamara. Et après, Hirsch se base en Macpherson. Et alors, on a un cercle de citations de ces 3 auteurs. Il n'y a pas de source historique, mais quand même, ils se citent un l'autre et ils se basent les uns sur les autres. Et ça, c'est un procès de orientalisation des maladies que c'est quelque chose qui se passe non seulement, pas exclusivement avec le choléra, mais aussi avec la lèpre et la peste. Ces 2 maladies-là, la lèpre et la peste, elles sont des maladies avec une longue histoire dans l'Europe, mais quand même, au 19e siècle, la lèpre, elle devient plus et plus orientale, plus et plus chinoise. Et la même chose, on peut dire de la peste noire, elle devient la peste asiatique. Et ça, on peut voir ça dans ce livre de Birsen Bulmush, Plague Quarantines and Geopolitics in the Ottoman Empire. C'est un livre très intéressant. Et aussi dans ces livres de Rod Edmond, Leprosy and Empire, a Medical and Cultural History. Il montre comme dans ces cas-là, il y a une orientalisation et je suis complètement d'accord et je crois que la même chose peut être dite du choléra. Je vous montre par exemple une source presque contemporaine, c'est un rapport officiel des Nations Unies publié en 1950 pour Pulitzer, c'est un médecin très, très fameux. Il dit ça, il parle pendant 3 ou 4 pages, il parle et il dit qu'il n'y a pas de source historique qui atteste l'existence du choléra dans l'Inde ancienne. Et quand même, sa conclusion est là. Incomplete and even fragmentary, though the evidence brought forward above often is, it leaves no room for doubt. Il n'y a aucun doute that cholera present in India since ancient times not only continued to exist, but was apt to manifest itself periodically in widespread conflagrations. Alors, il admet qu'il n'y a pas de source et quand même, sa conclusion, c'est qu'il n'y a pas aucun doute que le choléra est complètement indien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de façon de prouver ça, mais bon, ça, ce n'est pas un problème. Et je vous montre comme ça, c'est encore une idéologie qu'on trouve encore dans les textes historiques, d'analyse historique et quand même dans l'histoire de la médecine. Ça, c'est un livre sur le choléra publié dans les années 90. C'est très récent. Et la même chose se passe ici. Dhiman Barua, il décrit pendant
plusieurs pages comment on n'a pas de sources et après il arrive à la même conclusion. Although there is almost no recorded evidence, alors il n'y a pas d'évidence of the presence of cholera in India, except for the description of the Sushruta Samhita, there is little doubt that the disease was present there from the very early days. Je trouve ça, quand j'ai lu ça pour la première fois, je trouvais ça très intéressant parce que c'est paradoxal et je fais une relation de cela avec la représentation culturelle du choléra en Europe. Alors, le typhus, il s'appelle comme ça, la tuberculose, elle seulement la tuberculose, mais le choléra, il est le choléra asiatique. Alors, il a l'origine, c'est attaché au nom, et il y a par conséquent une démonisation de la maladie et de tout l'Orient comme malade, comme inférieur en général. Et on voit ça dans les caricatures, par exemple ici, on voit le choléra bleu, le choléra indien dans les turbans. On voit que le choléra est représenté comme indien, mais on voit la queue chinoise d'une certaine façon. Ici, c'est une caricature des États-Unis et le choléra est clairement turc. Et ici, une caricature espagnole dont on voit une représentation plutôt chinoise, vietnamite. Et bon, même dans Chateaubriand, dans les mémoires d'Outre-Tombe, il commence à parler du choléra comme ça. Dans mon voyage en Orient, je n'avais point rencontré la peste. Elle est venue me trouver à domicile. Alors, on voit que la peste, elle est chez elle, dans l'Orient. On est d'accord avec Chateaubriand, c'est ça qu'il dit. Et on trouve une idée, l'idée que la peste est chez elle dans l'Orient, crée une autre idée que c'est que l'Orient est particulièrement pestilentiel. Alors, il a d'une certaine façon plus maladie, il est plus malade. Et on voit ça dans c'est un poème de Boucharla qui est un poème épique, c'est très intéressant. Il s'appelle le Choléra Morbus. Et Boucharla, il est membre de l'Académie des sciences et il écrit en préface de presque 100 pages. Il décrit scientifiquement le choléra, d'accord à la science du temps, et il dit ça, c'est très intéressant cette remarque. En Europe, si la maladie dure plus d'une journée, il est rare que dans son cours ordinaire, elle se prolonge au-delà des 26 heures. Alors, en Europe, rarement elle arrive à 26 heures. Normalement, elle tue avant ça. Mais c'est surtout dans l'Orient que la mort arrive avec une étonnante rapidité. À Mascate, ville d'Arabie située au tropique du Cancer dans le golfe Persique, 10 minutes suffisaient pour qu'on reçût la mort. Alors, on voit clairement qu'en Europe, elle tue en 26 heures, c'est très grave, mais dans l'Orient, elle tue en 10 minutes. Alors, on voit une différence biologique. À part le maladie, elle se comporte de différentes façons en différents continents. On voit aussi qu'il y a une surposition de l'Arabie et donc l'Islande, etc., avec le tropique du Cancer, avec la Perse. Alors, il y a tout un mélange typiquement orientaliste dans ces genres de remarques-là. La même chose on trouve dans le voyage en Orient de Lamartine, par exemple. C'est par ces immondices et ces lambeaux d'étoffe dont le pavé des villes d'Orient est couvert que la peste se communique le plus. Et la peste ici, c'est le choléra. Donc, c'est la faute de l'Orient, autrefois de l'Asie en général. Et je trouve cette deuxième remarque encore plus intéressante. Malte, et il parle de Malte, il y a eu une épidémie de choléra à Malte, et il dit « L'épidémie y sévissait avec la promptitude et la mortalité d'une peste asiatique ». Alors, c'est intéressant qu'il
il y a un genre de peste, et c'est la peste asiatique qui est plus mortelle, plus affreuse. Je vous montre comme il y a aussi, alors non seulement l'Asie, elle a vu comme intrinsèquement malade, mais aussi les orientaux asiatiques, des termes très vagues et impériales, ils sont représentés comme naturellement malades aussi, comme naturellement plus débiles, moins résistants aux maladies. Et alors, on voit ça dans ces reports, c'est un tratat, c'est un écrit médical écrit dans 1820 en Inde par un médecin anglais et il parle du traitement du choléra. Il dit ça. In Europeans generally and in robust natives, bleeding could commonly be practiced. Alors, on peut retirer les sangs des Européens et des natifs, mais s'ils sont forts. Mais amongst the generality of natives, the depressing influence of the disease was so powerful and rapid in its operation as almost immediately to produce complete collapse and nearly destroy arterial action, and therefore to render venesection for the most part impracticable. Alors, il y a un traitement pour les Asiatiques forts et pour les Européens, et ces traitements-là, ils ne peuvent pas être utilisés pour presque tout le monde dans l'Asie parce qu'il y a quelques raisons mystérieuses. Ils sont moins forts, ils ne résistent pas à ces genres de traitements. Et ça, ça va d'accord, c'est en harmonie avec les idéologies orientalistes de la culture de l'époque, et il se trouve vraiment partout. Je vous montre par exemple une boîte au chocolat. Alors, vous achetez le chocolat Guérin-Boutron et vous trouverez le bienfaiteur de l'humanité et vous lisez sur comment un corps sauve l'Inde du choléra, etc. Alors, c'est une représentation qu'on peut trouver dans tous les coins de la culture, dans les discours politiques, des discours historiques, des discours médicaux, des discours littéraires, artistiques, etc. Je vous montre par exemple ces romans populaires, c'est un roman de feuilleton en vérité, du début du XXe siècle, by Somerset Maugham, qui était à l'époque l'auteur le plus bien payé de l'Angleterre. Et il a écrit ses livres The Painted Veil dans les années 20 du XXe siècle. Et il s'agit d'un médecin anglais et sa épouse qui se trouvent en Chine pendant une épidémie de choléra. Et il y a un moment dans la narrative qu'elle voit des petits bébés qui sont des orphelins, on dit en français peut-être. Ils ont perdu leurs parents. Et bon, ces petits bébés, ils ont quelques mois d'existence. Et quand elle regarde les bébés, c'est ça qu'elle pense. She shrugged a little, for with their flat noses, the children looked to her hardly human. They were repulsive. Alors, les bébés chinois, ils ne paraissent pas humains et ils sont répulsifs. The babies were very red and they made funny, restless movements with their arms and legs. Their quaint little Chinese faces were screwed up into strange grimaces. Screwed up, c'est important parce que c'est très vulgaire, très offensif. They looked hardly human. Encore une autre fois, 2 pages après, il ne paraît pas humain. Queer animals of an unknown species. Ils sont des animaux étranges d'une espèce inconnue. Alors, c'est intéressant parce que on peut voir comme il y a une survivance
de ce genre d'idéologie du 19e siècle au début du 20e dans la littérature, et ça est connecté au choléra. J'ai presque fini. J'aimerais bien d'explorer un concept que Susan Sontag nous montre dans le Illness as Metaphor, non, de la maladie comme métaphore, et elle parle de l'effet génocide, de genocidal effect. Et elle dit que, comme on a discuté beaucoup dans cette conférence, les maladies, elles sont utilisées pour démoniser l'autre, pour culpabiliser quelqu'un. Et pourtant, quand on dit qu'un groupe est le cancer de la société, ça veut dire qu'il faut le tuer, il faut les exterminer, etc. Ça, c'est une métaphore qui a été très utilisée par les discours totalitaires du XXe siècle. Ça, c'est une propagande nazie. Tu fais un parallèle entre le juif et les souris, et donc avec la peste. Mais je voudrais vous montrer ça, parce qu'on ne voit pas ça. On sait que le nazi disait ça sur le juif, mais on ne sache pas que aux États-Unis, par exemple, ça c'est de la propagande de poison pour les souris, et on voit ça, l'image c'est évidente, il y a une apologie du génocide contre le Chinois en Asie. Et il y a toujours cette relation entre la peste et la Chine dans ces cas-là. Et je finis avec un dernier texte littéraire, une petite, une short story, non, on raconte, de Jack London, qui est publié dans cet livre, The Strength of the Strong. Alors, on voit déjà le ton très impérialiste. Et il y a une des histoires de ce livre-là, elle s'appelle The Unparalleled Invasion, l'invasion sans égale. Et bon, il s'agit d'une guerre mondiale, tout le monde contre la Chine, la France, l'Angleterre, les États-Unis, le Japon, c'est tout le monde contre la Chine, la Russie, etc. Mais il s'agit d'une guerre biologique, et alors il bombarde la Chine avec la peste, le choléra, la fièvre typhoïde, la fièvre jaune et la variole, je crois, ce sont ces quatre-là. Et il attend pendant 5 ans pour que tous les Chinois mourissent, et après, ça que se passe, c'est ça. Ils envoient après ces 5 ans les armées pour entrer dans la Chine, et il ne sait pas ça. They found China devastated, a howling wilderness through which wandered bands of wild dogs and desperate bandits who had survived. All survivors were put to death whatever found. Alors, tout le monde qui est survécu ces 4 maladies féroces, ils sont mis à mort, ils ont été fusillés. Et le texte, il commémore ça beaucoup. Et je vous montre une de dernières paragraphes. La conclusion de l'histoire, c'est un happy ending. On voit ça. It was a vast and happy intermingling of nationalities that settled down in China in 1982, and the years that followed, a tremendous and successful experiment in cross-fertilization. We know today the splendid mechanical, intellectual, and art output that followed. Alors, le texte, vraiment, c'est un peu choquant quand on lit aujourd'hui ça, parce que c'est une commémoration de génocide au sein de la littérature des États-Unis. Et bon, je vous montre, ça peut peut-être sembler un discours intellectuel, désactuel, non, au moins ça semblait avant le coronavirus, mais je vous montre 30 secondes du discours de Trump pour finir ma présentation. Et dans ces discours-là, il parle du coronavirus comme une peste chinoise, et il utilise beaucoup des mots différents pour l'appeler, pour établir une liaison avec la Chine. Je vous montre.
Oreo, je crois qu'on n'a pas le son. En tout cas, moi, j'ai pas le son hein, de la vidéo. Ah, dommage. Euh, Oui. ah ah bon, Oui, il n'y a bon, pas de je son. ne sais pas comment le mettre, mais bon. Il appelle le coronavirus de China virus, de Chinese virus, et il appelle après le Kung Flu. Non, alors qu'est-ce que c'est quelque chose d'offensif. Et ça que je trouve intéressant, c'est que les spectateurs, ils commémorent et on peut écouter vraiment de gens qui crient de façon positive quand il le fait. Alors, pour montrer comment ces métaphores du choléra et de la peste comme asiatiques, elles sont toujours très vives et ces idées orientalistes, elles sont encore vraiment vives sans aucun problème. Je vous remercie. Merci beaucoup. Eh bien, c'est nous qui vous remercions très chaleureusement pour cette communication très claire, très intéressante et qui nous permet finalement voilà, enfin, dans laquelle vous venez de revisiter d'une certaine façon la stéréotypie orientaliste à l'heure de la Covid-19. Donc, merci infiniment. Voilà, alors je vais